La RDC est au centre. Donc, chaque frontière congolaise n'est pas seulement une ligne politique, c'est une porte vers une autre zone stratégique du continent. Les 9 pays ou les 9 frontières de la RDC, ce n'est pas juste des voisins, mais c'est 9 enjeux différents. Si vous voulez, 9 problèmes. Et donc, la RDC a 9 voisins, vous l'avez compris, ou bien vous le saviez déjà. Nous avons l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan du Sud, Centrafrique et le Congo-Brazza. Et donc, on peut les organiser en 4 directions. Nous sommes en train d'implanter la carte mentale pour qu'on ait une idée de ce que c'est la RDC et aussi de voisins de la RDC qui peuvent être des problèmes ou alors des opportunités. Tout dépend sur quel pied on veut danser avec la RDC. Vous avez au sud de la RDC l'Angola et la Zambie. À l'est de la RDC, nous avons la Tanzanie. Nous avons le Burundi, le Rwanda, nous avons l'Ouganda à l'est. Vous voyez, quand on parle de l'est du pays. Et au nord, vous avez le Soudan du Sud et puis RCA, donc le Centrafrique. Et à l'ouest, nous avons le Congo-Brazza. Et donc, chacun de ces pays a ses propres intérêts sécuritaires, ses intérêts économiques, ses frustrations et aussi ses ambitions, forcément. Et presque tous ont déjà été impliqués directement ou indirectement dans des crises ou de guerres qui touchent la RDC. Et donc, nous avons la région des Grands Lacs. C'est que c'est vraiment cette région des Grands Lacs. Quand on dit région des Grands Lacs, beaucoup pensent juste le Rwanda, le Burundi, la RDC, l'Ouganda. Mais en réalité, il y a plusieurs niveaux. Niveau strict, vous avez le cœur des Grands Lacs. Le cœur des Grands Lacs, vous avez la RDC, forcément, le Rwanda, Burundi, l'Ouganda et une partie de la Tanzanie. Ce sont les pays autour de lacs. Quand on dit les grands lacs, ce sont les pays qui sont autour de lacs. Le lac Kivu, le lac Tanganyika, le lac Édouard, le lac Albert et le lac Victoria. Voilà pourquoi on parle de grands lacs. OK? Et alors, les niveaux plus élargis, nous avons la dimension économique et sécuritaire. Et donc, on y ajoute aussi, dans la dimension économique et sécuritaire, vous ajoutez le Kenya qui est lié par le port de Mombasa et l'AEC et les flux économiques. Et parfois, on peut aussi parler de la Zambie et de l'Angola par les corridors miniers. Vous comprenez? Pourquoi c'est important? Parce que lacs et ces fleuves sont des axes de transport. Ce sont des réserves d'eau douce. Ce sont ici des sources d'énergie, hydroélectricité, gaz, méthane, etc. Ce sont des zones de pêche et de commerce, mais aussi des zones de contrebande et de trafic et des conflits. Et donc, vous avez l'eau, lac, fleuve, la mer intérieure d'Afrique, vous avez compris. Et donc, nous pouvons le formuler très simplement que le centre de l'Afrique, c'est une mer intérieure faite des lacs et des fleuves. Et donc, le fleuve Congo,
le deuxième plus grand fleuve du monde en débit. Un potentiel hydroélectrique gigantesque. Vous avez Inga. Et c'est la colonne vertébrale de la RDC forcément. Et nous avons le transport dans ces fleuves, la pêche, l'énergie et les symboles. Ça, c'est le fleuve Congo. Vous avez aussi des lacs. Lac Tanganyika, plus profond du continent, frontalier de la RDC, du Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Vous avez le lac Kivu. Le lac Kivu est partagé entre la RDC et le Rwanda. Vous avez du gaz méthane sous-marin. Vous avez le lac Albert et le lac Édouard. C'est une zone pétrolière. Il y a des tensions entre la RDC et l'Ouganda au niveau de ces lacs. Vous avez aussi le lac Victoria, un peu plus loin, mais relié quand même, qui est au cœur de la géopolitique du Nil. Et donc, ces lacs en question relient les pays, mais créent aussi des tensions parce que par rapport à ces lacs, vous avez la pêche, ce sont des lacs qui font des frontières, il y a des ressources également, et ces lacs, on trouve également une forme de militarisation. Pourquoi la région des Grands Lacs est aussi explosive? Alors, ce qu'on peut savoir, ou ce qu'on doit connaître, les Grands Lacs, c'est comme une centrale nucléaire géopolitique. Énorme potentiel, mais si tu gères mal, ça explose. Les raisons sont la densité démographique très élevée. Vous avez le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Densité parmi les plus forts d'Afrique. Vous avez la pression sur terre, l'agriculture, des ressources et des migrations et des frustrations. En deuxième position, il y a la richesse minérale exceptionnelle à l'est de la RDC. Vous avez l'or, les coltans, cassitérite, cobalt, le cuivre, le lithium, etc., qui attirent des convoitises des voisins, des milices et des multinationales. Et puis, en troisième position, vous avez l'histoire des génocides, de guerres civiles et des rébellions. Génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, deux guerres civiles burundaises que vous connaissez mieux que moi, des rébellions en Ouganda, les LRA, deux guerres du Congo, 1996 et 2003, et puis vous avez la faiblesse de l'État congolais sur ses frontières de l'Est. Ça permet l'installation des groupes armés forcément parce qu'il y a une fragilité au niveau du contrôle des frontières. Ça permet des interventions répétées des armées étrangères, des zones grises où les frontières sont théoriques. Et puis des interventions et des intérêts des grandes puissances forcément, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, la Russie et le pays du Golfe. Pourquoi? Pour le minerai. Pour le minerai, l'influence, la sécurité et les routes commerciales. Et puis nous avons le nœud, les 9 frontières, 9 zones de tension, mais aussi 9 zones d'opportunité, si nous pouvons nous entendre, tout simplement. Nous pouvons tout simplement dire ceci. Avec l'Angola, il y a un enjeu au niveau du pétrole, les cuivres, vous avez les corridors de Lobito, et puis vous avez de médiation politique. Ça, c'est l'Angola. Avec la Tanzanie, la ceinture qui préfère, vous avez des compétitions, des coopérations sur les cuivres et les cobaltes. Avec la Tanzanie, c'est une porte d'accès à l'océan Indien. Vous avez Dar es Salaam, vous avez le lac Tanganyika en termes de commerce avec le Burundi,
de guerre contre M23, une présence militaire en RDC, des tensions notamment avec Kigali, avec les Rwandais, vous savez, vous connaissez cette affaire très bien d'ailleurs, M23, Minéré, Kivu, la frontière, mais on ne réduit pas tout ça avec l'Ouganda, des opérations Shuja, ADF, de pétrole du lac Albert, des routes commerciales. Avec le Soudan du Sud, nous avons le trafic, des routes au nord, l'instabilité chronique. Avec la Centrafrique, la présence russe, Wagner, vous avez de l'or, routes clandestines, avec le Turi et les OEL. Avec les Congo-Brazzaville, la fleuve Congo, un port, concurrence, coopération sur l'Atlantique. Et donc, ce qu'il faut comprendre alors dans tout ça, les 9 frontières de la RDC ne sont pas de lignes. Ce sont 9 miroirs qui renvoient à 9 problèmes ou alors à 9 opportunités différentes. L'idée forte est ceci. La RDC est au centre d'un système régional complexe. La RDC n'est pas isolée. Les grands lacs ne sont pas seulement un problème ethnique, mais un nœud d'eau, d'énergie, de minéraux et des routes. Les 9 frontières de la RDC sont des points de pression où peuvent naître de guerres, des alliances, des corridors économiques ou alors des partitions déguisées. Si la RDC ne comprend pas sa position dans la région des Grands Lacs et sur ces 9 frontières, elle ne comprend pas pourquoi elle est attaquée, court-circuitée, utilisée et fragmentée. Alors, nous continuerons toujours à vivre ce que nous sommes en train de traverser. En deuxième position, vous avez l'eau. L'eau comme une arme stratégique dans les Grands Lacs, puisqu'il s'agit de parler des Grands Lacs. L'eau, c'est la première puissance stratégique de la RDC. La RDC possède l'une des plus grandes réserves d'eau douce du monde. Mais ses voisins transforment cette eau en pouvoir, en influence et parfois en pression géopolitique. Donc, dans ce nouveau chapitre, on va voir comment le fleuve, le lac, le gaz, le pétrole, l'hydroélectricité deviennent des sources d'énergie, des routes de commerce, des leviers militaires, des terrains de confrontation entre États. Donc d'abord, le fleuve Congo, une puissance mondiale sous-exploitée. Je dis que le fleuve Congo est une puissance mondiale, mais cette puissance mondiale n'est pas exploitée. Le fleuve Congo est le deuxième fleuve du monde en débit après l'Amazone. Il traverse ou influence la RDC, la République du Congo, Congo-Brazzaville, la RCA, République centrafricaine, et l'Angola. Son importance géopolitique du fleuve Congo. Vous avez à l'intérieur l'énergie hydroélectrique gigantesque. Vous avez les projets d'Inga qui pourraient électrifier non seulement la RDC, mais aussi toute l'Afrique australe. Vous avez le transport stratégique, toujours au niveau du fleuve, qui relie l'intérieur du continent à l'Atlantique. Mais il y a un problème, forcément ici. Faible souveraineté navale. Le fleuve profite davantage aux acteurs étrangers qu'à Kinshasa. Ça, c'est le malheur. Et puis, nous avons le lac Kivu. Le lac Kivu, nous trouvons dedans de l'énergie, du gaz et beaucoup de tensions
entre la RDC et le Rwanda. Le lac Kivu contient 55 milliards de mètres cubes de méthane, 300 milliards de mètres cubes de CO2. Le Rwanda exploite cette ressource via les projets Kivu Watt, en d'autres termes, centrale d'exploitation de méthane du lac Kivu, financée par des partenaires occidentaux. La RDC n'exploite rien, n'a pas de stratégie énergétique, dépend du Rwanda pour certains projets transfrontaliers. Ce lac est une mine énergétique, ce lac est une bombe chimique naturelle, ce lac est un levier de domination rwandaise. Vous avez aussi le lac Albert et Édouard. Ici, nous sommes en face du front pétrolier entre la RDC et l'Ouganda. Et donc, ces deux lacs sont au cœur de la rivalité énergétique entre la RDC et l'Ouganda. Et donc, nous avons le pipeline des transports du pétrole brut d'Afrique de l'Est. C'est un projet ougando-tanzanien soutenu par Total et Énergie pour transporter le pétrole du lac Albert jusqu'au port de Tanga en Tanzanie. Les conséquences, c'est que l'Ouganda militarise la zone du lac Albert. Les pêcheurs congolais subissent des arrestations, des morts, des expulsions, et la RDC ne contrôle pas ses frontières maritimes nord-est. Pendant que Kampala avance, Kinshasa est dispersé. Kinshasa est affaibli par les groupes armés, incapables de protéger ses eaux. Nous avons aussi le lac Tanganyika, la véritable mer intérieure de l'Afrique, la mer intérieure de l'Afrique. Le lac Tanganyika relie la RDC, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Ce lac est une autoroute commerciale entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Les enjeux sont, vous avez les transports transfrontaliers qui passent par ces lacs, le trafic des marchandises, un potentiel pétrolier et minier et l'influence portuaire. La situation actuelle sur ce lac en question. La Tanzanie modernise ses ports, les ports de Kigoma. Le Burundi dépend du lac pour survivre. La RDC, pourtant, avec le plus grand littoral, n'a aucune flotte, aucune stratégie, aucune souveraineté réelle. Résultat, c'est que la Tanzanie domine les routes maritimes internes. Vous avez aussi l'hydroélectricité. C'est ici la nouvelle arme des puissances régionales. Le Rwanda développe fortement ses barrages. Le Rwanda veut vendre de l'électricité à la RDC, au Burundi et à l'Ouganda. L'Ouganda construit des grands barrages à Karuma et à Isimba. Et l'Ouganda se positionne comme fournisseur d'énergie régionale. La Tanzanie a un projet géant, Julius Nyerere Hydro Power Plant. Et donc, avec 2115 mégawatts, l'objectif évidemment est de devenir une superpuissance énergétique régionale. Mais la RDC possède le fleuve du Congo, mais Inga 3 est bloqué depuis 20 ans. Il y a l'instabilité politique, il y a de la mauvaise gouvernance, il y a l'absence de stratégie énergétique nationale. Le paradoxe est que le pays le plus riche en eau d'Afrique est l'un des moins électrifiés. Vous avez de l'eau
vous avez les lacs et les fleuves qui donnent les corridors des commerces et des contrebandes. Les eaux servent aussi au trafic de minerais, les coltans, l'or et les cassétérites. Ces eaux servent aussi au trafic d'armes. Ça sert au passage des troupes armées, à la fuite des contrebandiers, à la manipulation frontalière. Vous avez un exemple ici, le lac Kivu. Vous avez à l'intérieur des minéraux congolais qui partent vers le Rwanda. Vous avez le lac Albert. Vous avez l'or et pêche contrôlée par l'Ouganda. Le lac Tanganyika, vous avez des circuits clandestins vers la Tanzanie et Burundi. Vous avez le fleuve Congo, il y a des trafics transfrontaliers entre la RDC et Brazzaville. Toutes ces routes lacustres fonctionnent comme des autoroutes géoéconomiques où l'État congolais est spectateur. Les eaux comme ligne de guerre, des conflits et des tensions. Les conflits sur l'eau sont bien réels. Vous avez la RDC, vous avez le Rwanda. Vous avez les contrôles du lac Kivu. En d'autres termes, une exploitation unilatérale du méthane qui avantage les Rwandais et pas la RDC. Nous avons l'Ouganda et la RDC. Nous avons des conflits de pêche, des zones pétrolières militarisées par l'Ouganda. Vous avez le Rwanda et le Burundi aussi. Il y a des tensions diplomatiques, des infiltrations armées dans les zones lacustres. Vous avez la RDC, la Tanzanie. Il y a des conflits de navigation, des taxes, des pêches. L'Égypte et l'Éthiopie indirectement. Nous avons la guerre autour du Nil, les barrages Gerd, une influence les attitudes du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie. Et dans tous les bassins du Nil affectent indirectement la stabilité du Grand Lac. L'idée principale à retenir ici est que dans la région du Grand Lac, l'eau est un pouvoir. Elle décide des alliances, l'eau décide des conflits, de l'énergie, du commerce et de la souveraineté. Celui qui contrôle les lacs et les fleuves contrôle la région. Celui qui les néglige, forcément, sera dominé. Le triangle entre le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. La vraie guerre froide de l'Afrique des Grands Lacs. Nous voulons expliquer tout simplement ici que tout ne tourne pas autour des Rwanda et la RDC. En réalité, il existe une rivalité triangulaire entre le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Cette rivalité se joue autour de la RDC, mais dépasse entièrement la RDC. On est ici dans une guerre froide régionale, avec des milices, des proxys, des coups diplomatiques, des routes commerciales et des enjeux ethnopolitiques. Et donc, il faut comprendre la structure du triangle en question. 3 régimes, 3 ambitions. D'abord, les Rwandais. Nous avons le régime de Paul Kagame. L'objectif stratégique de Paul Kagame, c'est la sécurité, l'influence régionale, le contrôle des routes minières, expansion économique et forcément la doctrine implémentée par celui-ci est de prévenir la menace avant qu'elle n'entre au Rwanda. Son outil stratégique, soutien aux groupes armés, forces militaires structurées, l'influence diplomatique. Voici ce qui définit le Rwanda. À la tête, vous avez Kagame. Ouganda, un régime de Yoweri Museveni et l'influence croissante de son fils Muhoozi, l'objectif stratégique de celui-ci est que redevenir un leader régional comme en 1996
et 2003. La doctrine de Museveni, c'est la stabilisation armée et l'expansion économique. Son outil de prédilection, des opérations militaires en RDC, opération Shuja, influence sur les routes commerciales du Kivu et des Uturi. L'opération des Shuja, c'est quoi? Signifie héros en Swahili, Shuja. C'est une opération militaire conjointe entre la RDC et l'Ouganda contre le groupe ADF. Et donc, force démocratique alliée. Le Burundi, c'est un régime d'Evariste Ndayishimiye. L'objectif stratégique de celui-là est la sécurité intérieure, neutraliser les groupes hostiles venus du Rwanda, sa doctrine, et étirer la défense du Burundi au-delà de ses frontières. L'outil de prédilection de ces messieurs est l'envoi des troupes en RDC, lutter contre les forces pro-rwandaises dans le Nord Kivu. Alors, comment comprendre ça? Il faut d'abord aller chercher l'origine de la rivalité. C'est une affaire d'idéologie, d'histoire et de pouvoir. Les Rwandais, l'Ouganda et Burundi viennent tous du même creuset. Même peuple historiquement lié aux Hutus, Tutsis et Twa. Même guerre interne. Même rébellion croisée. Même réseau politique militaire post-1994. Mais leurs dirigeants actuels ne s'aiment pas, ils ne se font pas confiance, ils se battent indirectement depuis 20 ans. On parle ici de guerre froide inter-Tutsi, terme géopolitique utilisé par plusieurs chercheurs. Le Rwanda et Burundi ne s'entendent pas. L'Ouganda et le Rwanda se sont déchirés entre mi-2018 et 2020 dans une guerre commerciale et tensions militaires. Le résultat est que ce triangle rival pousse chaque pays à chercher son terrain d'influence autour de la RDC. Et la RDC comme terrain tampon, c'est que chaque pays veut à l'est du Congo. Vous avez les Rwandais qui visent clairement des zones frontalières du Nord Kivu, contrôler les routes minières pour avoir les coltans, l'or et cassiterite, neutralisation de ceux qu'ils appellent des groupes Hutus armés hostiles au Rwanda, le FDLR, et de réduire toute influence burundaise ou ougandaise dans le sud Kivu et le nord Kivu. Ça, c'est l'option choisie par les Rwandais. Les Ougandais, ou plutôt Museveni, cherchent aussi à influencer en Uturi à cause de l'or qui est là. Il va influencer Beni pour contrôler les routes commerciales, influencer sur le pétrole du lac Albert. Il veut neutraliser des groupes anti-Museveni, donc les ADF. Et les Burundis visent à neutraliser aussi les groupes anti-burundais, le RED, Tabara, empêcher l'encerclement par les Rwandais, plus les groupes pro-Kigali, et au final, contrôler la zone Uvira, Fizi, Minembwe au sud Kivu. Donc, le Congo devient ici une zone tampon, un terrain d'opération croisée, aire des projections de puissance. Ce n'est pas une guerre locale. C'est une guerre régionale selon 3 agendas différents. Et pourquoi les Rwandais et l'Ouganda sont en guerre froide alors? Comprenez qu'en 2018 et 2020, les 2 pays ont failli s'affronter militairement. La fermeture de la frontière rwandaise, l'arrestation mutuelle d'espions, accusation d'ingérence et de clashs frontaliers mortels. Pourquoi? Parce que les Rwandais accusent l'Ouganda d'aider des groupes rebelles anti-Kigali. L'Ouganda accuse le Rwanda d'espionnage et de déstabilisation interne. Les 2 pays veulent dominer l'est de la RDC. Et donc, vous avez une rivalité personnelle entre le fils et le père.
Le fils, c'est Kagame. Le père, c'est Museveni. Le fils veut tuer le père. Le père cherche à contrôler le fils qui s'est rébellé. Et donc, au final, c'est deux guerres. Les résultats, c'est quoi? C'est que chacun cherche à poser un pion dans l'est de la RDC pour empêcher l'autre de contrôler la zone. Pourquoi les Rwandais et Burundi ne s'entendent pas? Depuis 2015, il y a eu un coup d'État manqué au Burundi. Kigali accusé ici d'avoir soutenu les putschistes burundais. Bujumbura accuse Kigali d'héberger des rebelles anti-burundais. Et depuis 2021-2023, il y a des clashs diplomatiques, des accusations mutuelles de terrorisme transfrontalier, de fermeture de frontières forcément. Le résultat est que le Burundi envoie des troupes en RDC pour empêcher la projection rwandaise dans le sud du Kivu. Et c'est ça qui crée une collision entre les Rwandais, Burundi, sur le sol congolais. Vous avez la militarisation du Kivu. Chaque pays soutient ses propres proxys. Chaque pays utilise des groupes armés pour protéger ses intérêts. Les Rwandais utilisent le M23 et les AFC. Objectif, les contrôles stratégiques du Nord Kivu, contrôler les routes minières et la pression diplomatique. L'Ouganda, il y a des milices locales et des réseaux dans Ituri. L'objectif, contenir l'ADF et sécuriser les routes pour l'or, le pétrole et les commerces. Les Burundi, il y a les raids Tabara, forces armées burundaises, sur le sol congolais. L'objectif c'est la protection interne et empêcher l'encerclement par Kigali. La conclusion est très claire. Ce n'est pas une guerre ethnique. C'est une guerre d'influence entre trois régimes qui cherchent à contrôler leurs frontières, leurs opposants et leurs routes économiques. Alors, le rôle de lac dans la guerre froide. L'eau, l'énergie et les lacs. Le lac Kivu, les Rwandais contrôlent ce lac en partie parce qu'il y a l'énergie qui est produite là-bas, qui doit être, on va dire, bien encore alimentée. Nous avons, au niveau du méthane, la RDC n'a aucun projet équivalent pour l'instant. Vous avez le lac Tanganyika, le Burundi et la Tanzanie l'utilisent comme corridor. La RDC n'a aucune souveraineté navale réelle dans ce lac Tanganyika. Le lac Albert et Édouard, l'Ouganda militarise pour le pipeline. Et donc, ça veut dire la RDC proteste, mais n'a pas les moyens d'imposer une forme d'autorité dans ses frontières. Et donc, l'eau devient un terrain d'affrontement silencieux entre les trois pays. La guerre froide, triangulaire, influence directement la stabilité continentale. Et donc, ce triangle a des conséquences sur les réfugiés. Ce triangle a des conséquences sur les commerces, sur les frontières, sur les corridors énergétiques, sur l'exploitation de minerais stratégiques et sur les alliances avec les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, la Russie et le pays du Golfe. Donc chaque pays cherche un appui extérieur. Chaque pays cherche à s'armer encore davantage. Chaque pays cherche de financements importants. Chaque pays cherche ici la légitimation ou à se légitimer au niveau international. Et la RDC devient l'épicentre de cet affrontement. Les Rwandais, l'Ouganda et le Burundi ne se battent pas seulement pour l'Est du Congo. Ils se battent entre eux pour la domination régionale. La RDC
n'est pas l'objectif final. C'est le terrain de leur guerre froide. C'est le terrain, c'est un peu comme ce qui se passe au niveau de l'Ukraine. C'est le terrain de bataille où les grandes puissances ont choisi de se battre. Ils ne s'affrontent pas entre eux, ils sont partis s'affronter en Ukraine. Vous comprenez? Et le Rwanda, Burundi, l'Ouganda ne se battent pas entre eux. Le terrain de bataille pour le contrôle, pour la domination au niveau de la région, c'est la RDC. On vient se battre. Le ring de boxe, c'est la RDC. Vous comprenez? Et donc, c'est lui qui dominera les grands lacs, dominera les routes, dominera l'énergie, les frontières, les eaux et le minerai du cœur de l'Afrique. L'Angola et la Zambie maintenant. Le flanc sud de la RDC. Les corridors miniers, la bataille du cuivre, du cobalt et la guerre silencieuse autour du corridor de Lobito. Ici, nous voulons expliquer une chose. Le sud de la RDC, Katanga plus Lualaba, est un pivot géoénergétique mondial. J'ai dit mondial. Les deux voisins ici, l'Angola et la Tanzanie, ne sont pas seulement des voisins de la RDC. Ne sont pas seulement des voisins, ce sont deux acteurs majeurs qui cherchent à transformer leur position géographique en puissance. Leur rivalité et leur coopération tournent autour d'un objectif: capturer les minéraux stratégiques du Congo. Le cuivre, le cobalt, le lithium, le niobium et l'énergie. Et surtout, les deux pays déterminent si la RDC peut dominer ou si elle sera dominée dans la transition énergétique mondiale. C'est ça qu'il faut savoir. Alors, pourquoi les flancs sud est le cœur économique de la RDC? Nous devons comprendre une chose. L'Est fait la guerre. Le Sud fait l'argent. L'Ouest fait la politique. Et le Nord fait les frontières. Donc, le Sud de la RDC, c'est 70% du cuivre africain. C'est plus de 60% du cobalt mondial. Lithium, germanium, niobium, corridor vers l'Atlantique et l'océan Indien. C'est là que se joue la vraie bataille économique du futur. Donc, l'Angola est une superpuissance pétrolière et la nouvelle puissance logistique. L'Angola, ce n'est pas seulement le pétrole. Hein. L'Angola, c'est aussi un pays stable. L'Angola, c'est aussi un allié des États-Unis sur plusieurs dossiers. L'Angola, c'est la troisième puissance militaire d'Afrique, après l'Égypte et l'Algérie. L'Angola, c'est un pays qui veut contrôler les transports régionaux. Et donc, son objectif à l'Angola, c'est de devenir la porte atlantique des minéraux du Congo et de la Tanzanie. Son arme géopolitique, c'est les corridors des Lobito. Lobito Corridor en anglais, Lobito Atlantic Railway Corridor. Ces corridors relient quoi? Relient Kolwezi en RDC, Lusaka et Benguela, l'Angola, et puis port de Lobito vers l'Atlantique. Donc ces corridors est financé par qui? Les États-Unis, l'Union européenne, l'Angola, la Zambie et la RDC est l'observateur partenaire minoritaire. Pourquoi la Grande Amérique s'y intéresse d'abord? Parce qu'elle veut court-circuiter la Chine, parce que le cobalt et les cuivres du Congo égalent la voiture électrique, batterie, semi-conducteurs, et l'Angola devient alors par là le hub stratégique de l'Occident en Afrique australe.
si tout est contrôlé, si l'Angola contrôle les corridors en question. Et donc, l'Angola et la RDC, une coopération plus méfiance silencieuse. On veut coopérer. Dans cette coopération, forcément, il y a de la méfiance. La coopération officielle, médiation angolaise dans la crise RDC-Rwanda, processus du Luanda que vous avez suivi dernièrement, la coopération militaire minimale et la réhabilitation routière frontalière. Mais il y a une rivalité géoéconomique. Les corridors de Lobito vont concurrencer les ports de Matadi. Si les minéraux du Katanga passent par Lobito et non par Matadi, et donc la RDC perd des milliards de dollars, perd son pouvoir logistique. La RDC perd sa souveraineté commerciale. Les cuivres congolais transitent déjà par l'Angola. Et ce flux va augmenter massivement dans les années entre 2025 et 2030. Et donc, l'Angola veut devenir la Suisse logistique de l'Afrique. Son rêve de l'Angola, être le pays incontournable entre l'océan Atlantique et minéraux du centre. Et puis nous avons la Zambie, l'allié, les concurrents, les voisins stratégiques. La Zambie, c'est qui? La Zambie, c'est les grands producteurs mondiaux de cuivre. Depuis 2020 à 2025, il y a une nouvelle politique minière agressive émise ou tablée par la Tanzanie. Des appels massifs aux investisseurs. Des taxes sont réduites en Tanzanie. Il y a une stabilité politique. Et donc, la Zambie est en train d'acclimater, de créer un environnement propice aux investisseurs. Et donc, parce que la Zambie sent que la RDC est en train d'arriver. La Zambie veut redevenir premier producteur africain de cuivre. La Zambie veut capter une partie du cobalt du Congo, attirer forcément le multinational minière qui fuit l'instabilité du Kivu. La Zambie et la RDC, une coopération minière, mais aussi une compétition féroce. La coopération, c'est le projet commun pour raffiner les cobaltes. La coopération, c'est dans la discussion pour cobalt congolais zambien. Et c'est le projet de batterie via les États-Unis et l'Union européenne. Ça, c'est la coopération. Mais il y a une réalité politique. Et donc, vous avez le corridor Tazara, Tanzanie, et l'autorité ferroviaire tanzanienne, Tanzanie et Zambie, qui relie la Zambie, la Tanzanie à l'océan Indien. Et cela permet d'éviter la RDC et d'aller directement à Dar es Salaam. La Zambie veut attirer les investisseurs du Katanga vers Copperbelt. Un exemple. Les taxes plus faibles. Donc, vous êtes au Katanga, venez en Tanzanie, déménagez, comme les entreprises occidentales ont déménagé, sont partout aux États-Unis, parce que le gaz est devenu trop cher. La Tanzanie veut attirer, voler les investisseurs qui sont au Katanga. Les routes sont plus sûres, l'électricité est stable. Donc, venez chez nous, sortez de la RDC. La Tanzanie veut participer à la transition énergétique mondiale, forcément, en se positionnant comme le pays du cuivre propre et politiquement stable. Ce qui sous-entend que, contrairement à la RDC, où il y a la guerre, etc., il y a des conflits, venez chez nous, il y a une stabilité, surtout. Et puis vous avez les duos entre l'Angola et la Zambie.
C'est une influence discrète contre la domination congolaise. Il existe un axe Angola-Zambie autour de 3 objectifs. L'objectif numéro 1, créer des corridors logistiques alternatifs pour ne plus dépendre de la RDC. Vous comprenez? L'objectif numéro 2, stabiliser leurs frontières afin de sécuriser les cuivres, le cobalt, le nickel et le lithium. L'objectif est numéro 3, s'imposer face à la Chine, d'accord, qui domine au Katanga depuis 2007. Les États-Unis les soutiennent dans cette vision, car les États-Unis veulent s'éloigner du cobalt congolais contrôlé par la Chine, ou expulser la Chine, mais je ne sais pas quelle gymnastique la RDC mettra en place pour justement arracher des pans de terrain de la Chine qui lui a été octroyé. Il y a des contrats, donc ça sera un peu compliqué. La Chine est déjà là. Alors, le rôle de la Chine, l'acteur silencieux, mais géant, regarde-moi ce monsieur qui vient faire un commentaire qui n'a vraiment pas de valeur. Vous jetez la faute aux autres. Je ne vous parle pas de jeter la faute aux autres, monsieur. Je vous parle de dynamique autour du Grand Lac. Vous avez toujours une oreille dirigée vers ce que vous voulez comprendre vous-même. Alors, même si nous ne comprenons pas très bien, il faut comprendre ceci. Il y a la Chine, l'acteur numéro 1 du cuivre et cobalt congolais. La Chine contrôle les mines de Teng Fungurum, les mines de Sikomine, contrôle la raffinerie et les infrastructures. Elle voit d'un mauvais œil, la Chine, le corridor de Lobito qui est financé par les États-Unis et l'Union européenne. La Chine voit d'un mauvais œil les rapprochements Angola, Zambie et l'Occident. Donc, la Chine cherche à renforcer sa présence au Lualaba et au niveau des Haut-Katanga, à allonger ses contrats et à empêcher un basculement logistique vers l'Atlantique. Pourquoi ces triangles RDC, l'Angola et la Zambie influencent la sécurité nationale congolaise? Parce que si le minerai du Sud passe par Lobito, Kinshasa perdra son pouvoir logistique. Et si le minerai passe par Tazara, Mweya, Dar es Salaam et l'océan Indien, la RDC perd l'ouest et les centres comme zone de transit. Et si la Zambie devient plus attractive pour les investisseurs, les capitaux fuiront les Katanga, iront en Tanzanie. Et si l'Angola domine militairement les frontières, alors la RDC n'aura plus le dernier mot sur le flux stratégique. L'idée maîtresse, à savoir, est que l'Angola et la Zambie ne sont pas des voisins passifs. Ils sont en train de se positionner comme les nouveaux maîtres du cuivre et du cobalt africains. La véritable bataille n'est pas seulement militaire à l'est, elle est logistique et économique au sud. Si la RDC ne contrôle pas ces corridors, d'autres pays écriront son avenir minier à sa place forcément. Nous voulons maintenant parler de la Tanzanie. La porte de l'océan Indien, c'est la nouvelle puissance logistique de l'Afrique de l'Est et la guerre des corridors contre le Kenya. Dans ce chapitre,
nous devons comprendre une chose. La Tanzanie n'est pas un petit pays calme. C'est une puissance discrète, mais déterminée en pleine montée géopolitique. Son rôle dans la région des Grands Lacs est crucial, surtout autour des lacs, des routes commerciales, des ports et de l'énergie. Elle influence directement la RDC, même si elle ne fait pas grand bruit. Alors, quelle est la position stratégique de la Tanzanie? La Tanzanie contrôle l'accès à l'océan Indien. Je ne vous l'apprends pas. Nous devons retenir ceci. La Tanzanie, c'est la porte d'exportation de minerais de la RDC, Zambie, Rwanda, Burundi. Le pays possède 2 ports majeurs. La Tanzanie possède le port de Dar es Salaam. C'est l'un des plus importants de toute la côte de l'Est. Il sert de sortie pour les marchandises venant de la RDC, Sud Kivu, via le lac Tanganyika, la Zambie, le Rwanda, le Burundi et Malawi. Nous avons le port de Tanga. C'est le port terminal du pipeline. Et donc, le pipeline de transport du pétrole brut d'Afrique de l'Est. Ces pipelines transportent le pétrole ougandais du lac Albert jusqu'à l'océan Indien, en dehors de la RDC. La Tanzanie devient donc un acteur énergétique continental et la guerre des corridors entre la Tanzanie et le Kenya. Il faut que tu puisses savoir ceci. Il y a la guerre des corridors. La guerre des corridors, c'est quoi? C'est la compétition pour contrôler les routes, contrôler les ports et rails qui transportent les richesses du continent. Et donc, la Tanzanie veut devenir la porte unique de l'Afrique de l'Est. Il veut avoir à sa possession la sortie principale des minerais du Congo, la Zambie, le Burundi et le Rwanda. Et le Kenya veut rester ici, la porte historique via son port de Mombasa. Et il veut rester les leaders logistiques de l'Afrique de l'Est. Donc, les 2 pays se livrent une véritable course au leadership logistique avec des investissements massifs dans les ports. Ils investissent dans le chemin de fer, dans des autoroutes, dans des zones économiques spéciales, dans des pipelines, etc. Ce n'est pas une guerre militaire, c'est une guerre d'influence. Vous avez les corridors centrales tanzaniens, la grande autoroute minière de l'Afrique. Ce corridor est appelé Central Corridor. Corridor central, pas d'acronyme, terme utilisé tel quel en géopolitique. Il relie Dar es Salaam, donc Tanzanie. Ça part du Dodoma, Tabora, Kigoma, le lac Tanganyika, puis la RDC via Kalemi ou Uvira. Il sert aussi aux échanges avec le Rwanda, le Burundi et la Zambie. Les corridors centrales transportent quoi? Ça transporte le minerai du Congo, le minerai de la Zambie, le pétrole ougandais via EACOP, et ça transporte des produits agricoles. Pourquoi c'est stratégique? Parce qu'un pays qui contrôle un corridor contrôle la circulation des richesses, contrôle les prix des exportations, contrôle les taxes et influence diplomatiquement ce que le Rwanda avait contrôlé là maintenant. Le lac Tanganyika, une autoroute intérieure transfrontalière. Et donc ici, la Tanzanie possède le port stratégique de Kigoma, situé sur le lac Tanganyika. Le lac Tanganyika relie la RDC, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. C'est une véritable mer intérieure de l'Afrique et la Tanzanie domine ce lac grâce
à son réseau ferroviaire, Central Line, son port modernisé, son gouvernement qui est stable, ses partenariats internationaux. Pendant ces temps-là, la RDC n'a pas de marine lacustre puissante, n'a pas modernisé Kalemi, n'a pas structuré ses ports intérieurs. La conséquence de ce déficit, une bonne partie des marchandises congolais passe par la Tanzanie sans que Kinshasa ne puisse les contrôler. La Tanzanie est l'énergie, un grand émergent. La Tanzanie a lancé un projet massif. Julius Nyerere Hydropower Plan. En d'autres termes, centrale hydroélectrique Julius Nyerere. La puissance de 2115 MW. Et donc, ces projets montrent que la Tanzanie veut exporter de l'électricité, les amis, sécuriser son leadership régional, attirer les industries minières du Congo et de la Zambie. En plus, la Tanzanie possède du gaz naturel dans ses eaux maritimes. Elle développe un pipeline interne vers le Rwanda et le Burundi. Et puis vous avez la Tanzanie et la RDC. Des coopérations? Oui. Est-ce qu'il y a de la naïveté? Non. Il existe des coopérations, forcément, des échanges commerciaux avec la Tanzanie et la RDC, des passages de marchandises, des accords sur le lac Tanganyika, des projets hydroénergétiques potentiels. Mais attention, la Tanzanie défend d'abord ses intérêts. Elle veut contrôler les flux miniers. Ça veut dire du sud de Kivu, du Kalemi, Uvira, vers Dar es Salaam. La Tanzanie veut concurrencer les ports de Mombasa du Kenya. La Tanzanie veut être l'allié logistique numéro 1 de la Zambie et du Burundi. La Tanzanie veut s'imposer comme l'acteur stable face aux crises du Kivu. Et puis vous avez la Tanzanie et le Kenya. La RDC au centre de la compétition forcément. Le Kenya avait notamment le SGR, Standard Gauge Railway, ça veut dire chemin de fer à écartement standard. Le projet ferroviaire Nairobi-Naivasha, Ouganda. L'Ouganda hésite entre continuer avec le Kenya ou passer par la Tanzanie. Le résultat est très simple. Le Kenya veut attirer les exportations congolaises via Mombasa. La Tanzanie veut les attirer via Dar es Salaam. Et la RDC est littéralement l'objet de la compétition, pas l'acteur principal. Et donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant ces choses? Et essentiel pour la géopolitique congolaise. Ce que nous devons comprendre, ce que les Congolais doivent comprendre. Les Congos perdent de la valeur quand ils ne contrôlent pas ses routes. Le port tanzanien et kenyan deviennent le poumon logistique du sud-est du Congo. Plus les voisins gagnent en puissance logistique, plus la RDC dépendra d'eux pour exporter son cuivre, son cobalt et son lithium. Voilà pourquoi le port de Banana est extrêmement urgent. La Tanzanie est en train de devenir la grande puissance tranquille de l'Afrique de l'Est. Elle domine le lac Tanganyika, contrôle l'accès à l'océan Indien et concurrence le Kenya dans une guerre des corridors. Tant que la RDC n'a pas de vision logistique nationale, ces minéraux dépendront toujours des ports étrangers, forcément. Et cela signifie une dépendance, une perte de souveraineté et perte d'influence régionale. Maintenant, parlons un peu de la RDC et du Congo-Brazzaville. Disons que parlons un peu du Congo-Kinshasa et
du Congo-Brazzaville. Voilà, comme ça, on cite le nom du pays et sa capitale pour ne pas faire soulever les poils. Ici, c'est la bataille du fleuve Congo. La guerre silencieuse de ports, le pétrole, la dette et les jeux d'influence, la France, la Russie, la Chine et les Golfes. Et donc ici, nous allons comprendre ceci. La RDC et le Congo-Brazzaville ne partagent pas seulement un fleuve. La RDC et le Congo-Brazzaville partagent une géopolitique complexe faite de coopération, de rivalité, de dépendance mutuelle et d'influence extérieure. Le Congo-Brazzaville n'est pas un petit pays sans impact. Il contrôle l'embouchure du fleuve Congo, un atout géopolitique gigantesque. Et les puissances étrangères jouent un rôle déterminant dans la rivalité silencieuse entre Kinshasa et Brazzaville. Comprendre la position stratégique du Congo-Brazzaville est très important pour un Congolais. Ce que nous devons savoir, la RDC, c'est le fleuve. Le Congo-Brazzaville, c'est l'embouchure. Est-ce que nous comprenons? La RDC, c'est le fleuve et le Congo-Brazzaville, c'est l'embouchure. Ce que cela signifie concrètement, stratégiquement parlant. Tout bateau venant de l'Atlantique vers la RDC passe devant Brazzaville et Pointe-Noire. Je dis tout bateau venant de l'Atlantique passe devant Brazzaville et Pointe-Noire. Et donc, le Congo-Brazzaville possède un accès direct et profond à l'océan Atlantique. La RDC dépend de ports moins profonds, Matadi et Boma pour le moment. Donc, le Congo-Brazzaville est une porte d'entrée potentielle pour le commerce de la RDC et aussi un point d'étranglement logistique. C'est une position géostratégique énorme pour le Congo-Brazzaville. Pointe-Noire, le port stratégique qui concurrence Matadi aujourd'hui. Pointe-Noire. C'est le port en eau profonde, moderne, stabilisé, financé par la Chine. Ce port est financé par l'Europe, les Émirats arabes unis, Total Energy, pétrole offshore. Matadi, du côté de la RDC, port plus ancien, profondeur limitée, congestion régulière. Conséquence est que beaucoup de marchandises destinées à la RDC passent par Pointe-Noire, puis traversent les fleuves ou arrivent par des routes. Cela donne à Brazzaville du pouvoir économique, forcément. Ça donne du pouvoir diplomatique à Brazzaville et une capacité de pression tacite en présence. On peut dire que si l'Angola contrôle les minéraux du sud, le Congo-Brazzaville contrôle le port ouest. Et là, vous avez la bataille du fleuve Congo. Des coopérations nécessaires, mais aussi des rivalités inévitables. Le fleuve Congo traverse la RDC. Ça traverse le Congo-Brazzaville, Centrafrique, l'Angola via Lubangui. Ce fleuve est un axe commercial, un potentiel hydroélectrique immense, une frontière naturelle très sensible. Donc, deux visions opposées. Le Congo-Brazzaville veut développer la navigation internationale, veut positionner Pointe-Noire comme hub régional, veut attirer les flux de la RDC, Atlantique, et puis ça part au niveau mondial. Et la RDC veut garder sa souveraineté logistique, forcément. La RDC veut moderniser Matadi et Banana. La RDC veut développer les projets de ports en eau profonde des Banana. Et ces projets, ports en eau profonde des Banana,
permettrait à la RDC d'avoir enfin un port moderne directement sur l'Atlantique, mais les projets retardés, financement compliqué pour l'instant, des pressions régionales, etc., la réussite ou l'échec des Bananas décidera du rapport de force entre la RDC et les Congo-Brazzaville. Et si Banana devient opérationnel, alors la RDC devient une puissance indépendante, autonome et pouvant contrôler évidemment ses routes en termes des eaux. Le pétrole offshore est également le moteur économique du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville a du pétrole offshore en production, des projets d'agrandissement, des partenariats internationaux, Total Energy, Eni de l'Italie et de la Chine. Pendant que la RDC n'a pas encore développé son potentiel offshore côté Atlantique, dépend trop du pétrole importé, n'a pas structuré une stratégie nationale solide. Conséquence est que le Congo-Brazzaville est énergétiquement plus puissant, plus stable, plus attractif. Cela lui donne de l'influence sur le golfe du Guinée, des capacités d'attirer des investisseurs, lui donne un poids diplomatique international. Et les rôles de grandes puissances, donc la France, la Russie, la Chine et les Émirats arabes, la France, premier partenaire historique de Sassou Nguesso, apporte une influence majeure dans pétrole, sécurité et la politique et la protection indirecte des intérêts pétroliers autour des pointes noires. Ça, c'est l'apport de la France et l'apport de la Russie. Une présence sécuritaire croissante dans la région, notamment dans Centrafrique, des discussions militaires interminantes avec Brazzaville. L'objectif, c'est de gagner de l'influence dans un pays pétrolier stratégique. La Chine, son apport, c'est par des financements d'infrastructures, d'exploitation pétrolière, puisque la Chine a besoin de l'énergie, puisque la Chine n'a pas du pétrole sous son sol. La Chine a jeté ses tentacules partout, jusqu'au Venezuela, Nigeria, et bien d'autres pays pour justement prendre du pétrole. La Chine investit dans les routes et en hub logistique. Alors, et puis nous avons les Émirats arabes unis. Investissement dans les ports africains, des intérêts dans Pointe-Noire et sa zone maritime. La conclusion est que le Congo-Brazzaville est un terrain d'influence internationale intense. Ce n'est pas un tout petit pays, petit frère. Ce n'est pas un petit État isolé. C'est un pays courtisé par toutes les puissances, ce qui affecte directement, évidemment, la RDC. Nous avons la frontière entre la RDC et les Congo-Brazza. Il y a des tensions de migration et de la sécurité. Et cette frontière est tout simplement très active. Kinshasa-Brazzaville, c'est 10 minutes en bateau. Le lieu d'un des plus grands mouvements transfrontaliers d'Afrique. Elle crée des problèmes, des expulsions de migrants congolais, des tensions diplomatiques, des fraudes douanières, des trafics des produits, des contrebandes sur le fleuve. Et puis il y a des opportunités aussi, parce qu'il n'y a pas que du négatif. Des commerces transfrontaliers dynamiques, de la complémentarité logistique et des travaux communs possibles. Mais les relations sont fragiles car les deux capitales se font face littéralement de l'autre côté du fleuve. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que ça compte pour la souveraineté de la RDC? Qu'est-ce que nous devons comprendre à ce niveau? Le fleuve Congo peut devenir un outil de puissance si la RDC maîtrise la navigation, l'énergie, nous parlons de Inga, le port et la logistique, alors le fleuve deviendra un outil de puissance. Mais aujourd'hui, ce fleuve peut devenir un outil de dépendance si Pointe-Noire
capte l'essentiel du trafic. Banana ne se réalise pas encore. Les multinationales vont privilégier Brazzaville et la RDC restera passivement spectatrice. Le Congo-Brazza a une carte que la RDC n'a pas encore. Un accès profond à l'océan Atlantique. C'est ce qui lui donne son poids dans cette équation régionale. Les amis, la conclusion est que par rapport au Brazza et à la RDC, tant que la RDC n'a pas un port moderne sur l'Atlantique, le Congo-Brazzaville restera un acteur incontournable et parfois un concurrent silencieux. La vraie bataille entre les deux Congos n'est pas militaire, c'est une bataille de fleuves, de ports, de pétrole et de l'influence internationale. Et puis nous avons là le Centrafrique et le Soudan du Sud, puisqu'il s'agit ici des pays des Grands Lacs. Le flanc nord de la RDC, c'est la zone la plus négligée entre Wagner, de l'or, des rebelles, des routes clandestines et instabilité chronique. Ce chapitre veut dire ceci. Le nord de la RDC n'est pas calme, mais le nord de la RDC est oublié et négligé. C'est la frontière la plus dangereuse sur le plan géopolitique, car sans contrôle réel de l'État, la Russie, via Wagner est déjà à la frontière congolaise. L'or, les armes et les milices circulent comme sur une autoroute invisible. Les Soudans du Sud ajoutent de l'instabilité venant de l'Est au cœur d'une zone stratégique négligée par Kinshasa. Pourquoi les flancs nord-est, les flancs nord est crucial pour la souveraineté congolaise? Ce qu'on doit comprendre est ceci. L'Est fait la guerre, c'est vrai. Le Sud fait l'argent. L'Ouest fait la politique, mais le Nord, c'est la zone que personne ne surveille et que tout le monde infiltre. Les provinces concernées sont Haut où elle est, le Bas où elle est, Ituri, Chopo, et cette région est vaste, forestière, mal connectée, très riche en or, quasiment sans État. C'est donc un terrain de jeu parfait pour des rebelles, des trafiquants, des réseaux transfrontaliers, des puissances étrangères et des mercenaires. Vous avez la Centrafrique, RCA, c'est un voisin instable devenu un terrain d'influence russe. Et donc, la République Centrafrique, depuis 2017 à 2018, le gouvernement centrafricain dépend de la Russie pour sa sécurité. Nous avons des groupes Wagner, société militaire privée Wagner. Son rôle est très simple, la protection du président Touadéra, le contrôle de mines d'or et diamants, la formation militaire. La formation militaire, l'influence politique et économique. Ok les amis, vous me parlez de la carte, j'ai compris. J'ai compris. Donc, l'outil qui a produit cette carte s'est trompé. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais comprenez simplement ce que je suis en train de vous donner comme élément. Donc, ce n'est pas la carte qui parle, c'est moi qui vous parle. Les amis, et la conséquence évidemment de ça, pour la RDC, les frontières entre la RDC et la RCA sont devenues une zone grise sous influence russe. Nous avons des commerces illégaux d'or, la grande autoroute du Nord, lors de la RDC, Uturi du Haut-Uélé ne va pas à Kinshasa,
Cet or passe par des routes forestières, des pistes clandestines, des villages transfrontaliers et le fleuve secondaire. La direction RCA, des réseaux Wagner, ça passe au Soudan, des marchés Golfe, Dubaï et Émirats. En bref, le nord de la RDC est siphonné par le nord-est africain. L'État congolais ne voit rien, ne contrôle pas. Les groupes armés et Wagner voient tout. Ils sont sur place. Les milices transfrontalières, c'est un danger silencieux forcément. Dans ce triangle RDC, RCA, Sud-Soudan, Soudan du Sud, on trouve quoi? On trouve les résidus de la LRA, la résistance armée, armée de résistance du Seigneur. L'ancien mouvement rebelle ougandais, très violent, désormais réduit, mais toujours actif dans la zone. Nous trouvons également des groupes centrafricains, des anti-Balaka, des ex-Seleka, des factions locales instrumentalisées par Wagner. Des milices soudanaises ou sud-soudanaises flottantes, tributaires des conflits internes au Soudan et au Soudan du Sud. Ces groupes utilisent les forêts, les rivières, les zones désertées pour circuler, entrer dans le pays sans être détectés parce que le terrain n'est pas contrôlé, n'est pas sécurisé par l'armée congolaise. Et donc, entre 2020 et 2025, la présence régulière des réseaux mafieux transnationaux est confirmée dans les hauts Uélé et les bas Uélé. Et donc, le Soudan du Sud, vous avez l'instabilité permanente qui déborde vers le Congo. Et donc, les amis, le Soudan du Sud, indépendant en 2011, mais dans une guerre civile quasi permanente depuis. La conséquence est que vous avez un mouvement de réfugiés, des circulations d'armes lourdes, des infiltrations des réseaux criminels et des menaces sur les frontières nord-est de la RDC. Un concept clé, un pays instable est comme un volcan. Ces coulées de lave ne respectent jamais les frontières. Et donc, les conflits sud-soudanais se projettent dans Ituri, dans Haut-Uélé, dans Haut-Nil, le Soudan du Sud. C'est une dynamique sans fin. Et la Russie, aux portes de la RDC, c'est une présence géopolitique majeure. Parce que Wagner contrôle des zones en RCA. La Russie est à quelques kilomètres de la RDC. Les intérêts russes dans la zone, c'est l'or, les diamants, l'influence géopolitique en Afrique et un contrepoids à l'influence occidentale. Et pour la RDC, cela signifie qu'un voisin contrôlé par une puissance militaire privée, ça signifie qu'un risque d'ingérence indirecte, c'est une porte des contrôles des ressources frontières. Pourquoi les flancs nord est les plus négligés, mais les plus dangereux pour la RDC? Contrairement au Kivu, pas des grandes villes comme Goma, Bukavu, pas des grands médias, pas des ONG en masse, vous n'avez pas d'armée bien déployée là-bas, pas des structures étatiques fragiles. C'est donc la zone parfaite pour les commerces illégaux, le mercenaire, les groupes mobiles, les infiltrations étrangères, pendant que tout le monde regarde Goma, regarde Bukavu, regarde Bunagana. Le Nord est un royaume souterrain des contrebandes. Vous avez l'eau et les routes naturelles. Les facilitateurs invisibles, nous allons donner l'explication sur ça. Les rivières du Nord, Uélé, Bomu, Utibiri, Kibali, servent de quoi? Des voies d'accès, servent de routes des contrebandes, servent de passage pour armes et minerais. Rien n'est contrôlé,
l'État congolais n'a pratiquement aucune présence navale ou fluviale dans cette zone. L'idée maîtresse est ceci. Le nord de la RDC est la frontière la plus négligée, mais aussi la plus infiltrée. Wagner, vous savez l'or, vous avez des milices, des trafics, l'instabilité du Soudan, du Sud, c'est les flancs, ne fait pas du bruit qui ne dit rien, comme les Kivu où il y a des bruits de bottes, etc. C'est silencieux, mais c'est un volcan silencieux qui peut exploser à tout moment. La souveraineté congolaise ne sera jamais complète tant que le Nord restera un territoire ouvert aux puissances extérieures. Vous avez la militarisation régionale, les amis. Nous avons la EAC, la SADC, Shuja, collaboration entre la RDC et l'Ouganda, l'armée étrangère et de guerre par procuration. Comment la RDC est devenue le terrain militaire le plus internationalisé d'Afrique? La RDC, c'est le carrefour militaire de l'Afrique. Ce qu'on doit savoir par rapport à ça, aucun autre pays africain n'a autant d'armées étrangères, de forces régionales, de missions, d'opérations bilatérales ou de groupes armés soutenus par des États. Aucun autre pays en Afrique. En RDC, on trouve simultanément des forces régionales, EAC, la SADC, forces bilatérales, Ouganda avec Shura, Burundi. Dans le sud Kivu, on trouve une armée clandestine Rwanda, de mercenaires étrangers, RCA via Wagner, des trafics transfrontaliers, de soutien logistique des grandes puissances, États-Unis, Union européenne, la Chine discrètement, plus de 120 groupes armés locaux. C'est la définition parfaite de l'espace militarisé par procuration régionale et internationale. L'AEC, Communauté de l'Afrique de l'Est, force militaire régionale, entrée en RDC en 2022. Pourquoi elle a été créée? Pour stabiliser l'Est de la RDC, selon l'AEC, en réalité pour protéger les intérêts du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, dans les Kivu. La composition de l'AEC, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda directement, Burundi, Sud-Soudan et la Tanzanie. La mission militaire, la force régionale de l'AEC. Le problème, c'est que celui-ci est accusé de complicité ou de complaisance avec le 1-23. Le refus d'affronter les groupes soutenus par les voisins. Les problèmes. Tension avec Kinshasa, infiltration d'agendas nationaux, Ouganda, Rwanda. Et les problèmes de l'AEC. Le résultat est que le retrait du mouvement en 2023, l'échec politique et militaire, la crise du Kivu s'est aggravée. Vous avez aussi la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe. La SADC représente le pays, l'Afrique du Sud, l'Angola, la Tanzanie, Zimbabwe, Malawi, Zambie et la RDC elle-même. La mission, objectif, combattre le 1-23, stabiliser les Kivu. Force clé, l'Afrique du Sud, plus gros contributeur, Tanzanie, la Malawi. Le problème est que la SADC a subi de lourdes pertes. Logistique difficile, terrain montagneux, très défavorable, manque d'appui aérien moderne. Conclusion est que engagement courageux, mais résultats limités, tension interne entre l'Afrique du Sud sous pression, l'Angola est dans la prudence. Vous avez des opérations avec le groupe, l'armée ougandaise, l'Ouganda et la RDC. Objectif, c'est de chasser des ADF. La réalité est qu'une présence de l'armée ougandaise en RDC depuis 2021, des opérations parfois efficaces,
mais suspicion d'agenda double derrière l'intervention ougandaise. Des accusations contre Kampala, une présence prolongée sur le sol congolais, volonté de sécuriser les zones pétrolières, lac Albert, intérêt économique sur l'or de l'Ituri, des relations ambiguës avec des groupes locaux. Résumé que des coopérations utiles, mais à double tranchant, renforcent la militarisation étrangère de la RDC. Vous avez le Burundi également avec la RDC, la guerre contre le groupe pro-rwandais. Depuis 2002 à 2023, les Burundi déploient discrètement ses forces dans le sud de Kivu. L'objectif, neutraliser les raids Tabara, empêcher l'encerclement par les Rwandais. Le Rwanda-Burundi sur le sol congolais. Le Burundi soutient Kinshasa indirectement. Le Rwanda soutient le M23. Les deux armées opèrent dans les mêmes zones. C'est une guerre froide bilatérale qui se déroule en RDC. RDC, Rwanda, présence clandestine directe et bien documentée. L'armée rwandaise, selon plusieurs rapports internationaux, combat directement aux côtés du M23, déploie des unités spéciales, opère des drones, artillerie, unités, commandos, contrôle des zones minières, installe un proto-État dans le Nord Kivu. C'est la plus grande ingérence militaire étrangère en RDC depuis 1998. Une présence indirecte mais réelle à la frontière nord, Wagner. En RCA, ils contrôlent les mines d'or, ils sécurisent les pouvoirs, ils influencent la politique du pays. Conséquence est qu'il y a du trafic d'or de la RDC vers la Centrafrique. L'influence russe à quelques kilomètres du Haut-Ouélé, un risque d'expansion future vers la RDC. C'est une présence géopolitique lourde. Et puis les États-Unis, la France, la Chine, les Golfes, c'est un soutien direct, une influence stratégique au niveau de la région. Les États-Unis, soutien antiterroriste contre l'ADF, formation de l'armée congolaise aujourd'hui, l'appui diplomatique majeur dans les accords régionaux, influence grandissant dans les grands lacs dont les États-Unis sont aujourd'hui en RDC, parce que vous avez compris, nous sommes dans une dynamique de transition énergétique 2020 qui a commencé déjà 2050. La France influence via les Rwanda, Burundi, Congo, Brazzaville, soutien militaire aux partenaires francophones, présence dans les corridors logistiques notamment. La Chine, peu militarisée, mais économiquement dominante au sud par les cuivres, les cobaltes. Une influence silencieuse mais massive quand même. Le Qatar, les Émirats arabes, des financements, ils interviennent par des médiations à Doha, une influence sur les corridors miniers. Donc ils investissent du cash. Ce sont des acteurs géopolitiques présents dans la militarisation, même indirectement. La RDC est le champ de bataille de plusieurs agendas étrangers. En 2025, la configuration est très simple. 1,23 AFC égale Rwanda. Vous avez le Burundi, vous avez l'Ouganda, nous avons la SADC, l'Arabie du Sud, l'Arabie du Golfe. Médiation, finance, les États-Unis, finance et diplomatie, la Russie via Wagner au niveau du Centrafrique, les Kenya, vous avez des intérêts, ils sont dans l'ASC, la Tanzanie joue et veut s'imposer dans les corridors. Donc jamais dans l'histoire récente de l'Afrique, un pays n'a concentré autant d'intérêts militaires et géostratégiques, géopolitiques en même temps. Et l'idée maîtresse à comprendre, la militarisation de la RDC n'est pas un accident. C'est une convergence d'agenda. Rwanda, l'Ouganda, Burundi, la SADC, l'ASC, Shura, Wagner, les États-Unis, la Chine et les Golfe. Tout le monde utilise les Congos comme champ de bataille diplomatique ou militaire.
la RDC est devenue le nœud stratégique où se croisent les ambitions de toute l'Afrique centrale, orientale et même mondiale. Et puis nous avons les grandes puissances. États-Unis, la Chine, la Russie, les Golfe, Union européenne, c'est la bataille mondiale pour le cœur minier et géostratégique de l'Afrique. En d'autres termes, de la RDC. Et donc, ici, nous voulons expliquer la rivalité mondiale. Cette rivalité ne se passe pas seulement en Ukraine. Ça ne se passe pas seulement en Taïwan, que nous parlerons aussi une autre fois, ou au Moyen-Orient. Elle se joue aussi au Congo, sans que la plupart des Congolais s'en rendent compte, malheureusement, parce que le Congo est la clé de la transition énergétique mondiale. Et toutes les puissances veulent un morceau du Congo, un gâteau du Congo, une part du gâteau. La RDC, dans les grandes stratégies mondiales, la pièce maîtresse, le monde entre dans une nouvelle ère aujourd'hui, voitures électriques, batteries, satellites, des drones, l'intelligence artificielle, énergie renouvelable. Ces technologies ont un besoin vital de cuivre, de cobalt, de lithium, de nickel, des étains et de terres rares. Or, 60% du cobalt du monde est congolais. 10% du cuivre mondial est congolais. Le plus grand potentiel de lithium non exploité est en RDC. C'est pourquoi la RDC est devenue un pivot géostratégique mondial. Et toutes les puissances se positionnent, États-Unis, la Chine, Russie, l'Union européenne, pays du Golfe, les Qatar, les Émirats arabes, l'Arabie saoudite, l'Inde, plus discrètement, mais présent quand même, les États-Unis. Leur objectif, c'est de contrer la Chine et de sécuriser les minerais stratégiques. Et donc, depuis 2020 à 2025, la stratégie américaine s'appelle tout simplement la DPA. La DPA, c'est la loi sur la production de défense. Cette loi que j'ai expliquée 1000 fois ici sur mon panel. Elle permet aux États-Unis de faire quoi? D'investir dans le minerai stratégique à l'étranger, de sécuriser le chaîne d'approvisionnement contre la Chine et de signer des accords mines plus infrastructures avec la RDC et la Tanzanie. Je dis mines plus infrastructure. D'accord? Et donc, c'est une initiative américaine. Partenariat pour l'infrastructure et l'investissement mondial. Et au Congo, ça veut dire ceci. Financement du corridor de Lobito par la loi qu'on a définie ici, la DPA, un levier qui a été activé par Trump lui-même en 2020. Donc, la volonté, ça veut dire quoi pour la RDC? Des financements du corridor de Lobito, la volonté de contrôler les flux cuivre et cobalt, des accords sur la traçabilité minière et influence diplomatique dans les négociations entre la RDC et les Rwanda. Aujourd'hui, demain ou les 4, je pense que tout va se conclure. L'objectif profond des États-Unis, c'est isoler la Chine du cobalt congolais. Et la Chine, objectif de la Chine, conserver sa domination sur le métaux de la transition énergétique, forcément. Depuis 2007, la Chine a appliqué une stratégie appelée stratégie d'expansion mondiale. En RDC, la Chine contrôle Tenke Fungurume, le géant du cuivre et cobalt, contrôle Sicomine, a des contrats de 50 ans en RDC, construit des routes, finance des barrages, contrôle les raffineries de cobalt, domine les marchés